Bonjour, aujourd'hui je vous parle de l'estomac, les reflux gastriques, les crampes à l'estomac, les problématiques liées au tube digestif. Mon intention, c'est pas de vous donner des solutions, mais surtout de vous faire comprendre votre mécanisme au niveau du système nerveux, puis de l'organe en soi, comment il fonctionne, puis pourquoi on a des crampes, pourquoi on a un reflux gastrique. Toutes ces questions-là, parfois on se fait dire prends telle chose, mais si on comprend bien comment le corps fonctionne, oui, on va pouvoir prendre ce qu'on nous suggère, mais on va surtout comprendre, ok, par cette compréhension-là, je vais peut-être faire un changement dans mon mode, soit alimentaire, ou dans ma façon de gérer mon alimentation, parce que je vais comprendre comment les mécanismes fonctionnent. Donc, l'estomac, il y a trois mécanismes. Il y a le mécanisme, on parle des mécanismes de régulation du système digestif aujourd'hui, parce que le système digestif, quand on lui donne un aliment qui va dans l'estomac, il y a tout un système qui se met en branle à l'intérieur de l'organisme, puis qui va faire en sorte que vous allez comprendre pourquoi le reflux gastrique ou les crampes, des fois, on a l'impression que tout veut ressortir. C'est normal. Quand on a une problématique, puis si on ne sait pas pourquoi ça fait ça, ben cette problématique-là, on ne pourra jamais la régler. Première chose à faire, lorsque vous mangez, si vous avez des problèmes au niveau des intestins, si vous avez des problèmes au niveau de votre digestion, prenez juste cette petite information-là pour appliquer ce qui n'est pas facile. Vous allez peut-être le faire quelques jours. C'est comme pour faire un programme d'entraînement. Un programme d'entraînement, on commence, ça va bien, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on met de côté, puis on arrête. Donc, c'est le même principe, mais ce petit conseil-là, vous allez prendre un aliment, vous allez le mettre dans la bouche, et vous allez attendre 1 minute avant de l'avaler. Si, en faisant cet exercice-là, vous avez des crampes au ventre, là, vous avez un sérieux problème, puis si vous n'avez pas consulté, allez consulter pour voir un médecin, pour valider qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, si vous n'avez pas de diagnostic en soi. Mais je suis presque convaincu que toute personne qui prend le temps de bien broyer au niveau de la bouche les aliments, tout ce qui va se retrouver dans l'estomac va déjà être presque prédigéré, quoique ce qui se passe dans la bouche, il n'y a rien qui se digère. Les enzymes qu'on a dans la bouche aident au processus digestif, mais ce n'est pas à partir de la bouche qu'on a de la digestion qui commence à se faire. C'est des sucres qui sont là, qui font partie d'un procédé chimique à l'intérieur de l'estomac, que si on n'a pas bien humecté les aliments par ce processus enzymatique-là, il va y avoir une phase qui va moins bien se passer. Donc, si vous broyez les aliments, 1 minute, gardez 1 minute dans la bouche, vous allez trouver que c'est long, 1 minute, puis vous allez manger vraiment moins longtemps, parce que après 20 minutes, le signal de la faim, normalement, c'est fini. Donc, peu importe la quantité que vous allez ingérer, 20 minutes, c'est le délai du signal de la faim jusqu'à ce que ce signal-là s'atténue. Donc, comment l'estomac fonctionne? Les mécanismes de régulation de la digestion, elle se fait en 3 étapes. Il y a une phase qui est céphalique pour la partie crânienne, donc le système nerveux, qui, plus tard, je vais vous dire, au niveau de l'hypothalamus, qu'est-ce qui se passe. On a l'autre phase qui est gastrique, on est directement au niveau de l'estomac, et on a la phase intestinale. La suite, après l'estomac, on a le duodénum, puis, on a tout le système digestif, intestin grêle, gros intestin et les suivants pour que ça sorte à la fin de notre rectum. Donc, les 3 phases correspondent aux éléments du modèle de régulation qui aident à rétablir les conditions nécessaires à la santé et à la vie. Hein? Le modèle de régulation qu'on parle, c'est partout sur la planète. Dans tout organisme vivant, on parle d'homéostasie. L'homéostasie, c'est j'ai un déséquilibre, je tente de le rééquilibrer. Donc, on est toujours en constant changement dans notre organisme parce qu'il y a toujours quelque chose qui est une agression, il y a toujours quelque chose qui est un conflit à l'intérieur que le corps doit rétablir. C'est normal, puis ça ne cause pas de fatigue, c'est nécessaire à la vie, ça fait partie de la santé
dans la définition de la santé, c'est de s'adapter à son environnement. Donc, ça veut dire que l'environnement, il est changeant, il va toujours être changeant. Le fait de pouvoir s'adapter, c'est la définition de la santé. Les stimulus qui sont des récepteurs d'influx nerveux sensitifs, les influx nerveux sensitifs à l'entrée. Le centre de régulation, c'est l'influx nerveux moteur, c'est la sortie. Les effecteurs et les réponses, voici les détails du mécanisme de régulation pour la phase gastrique. Pendant la phase gastrique au niveau céphalique, qu'est-ce qui se passe au niveau de la tête? Il y a première chose qui se passe pour la digestion, l'odeur, la vue, l'idée de la nourriture. Juste le fait de penser à la nourriture, on vient déjà d'activer quelque chose. Même chose pour l'activité physique. Si je commence à penser à l'activité que je vais faire, mon corps se met en action, déjà comme s'il était en train de le faire. Donc, la visualisation et avoir des heures régulières, toujours maintenir une certaine régularité, même si on dit que la routine, c'est pas bon, le corps, s'il s'habitue toujours aux mêmes heures à avoir un aliment, toujours aux mêmes heures à faire une activité sportive, il va déjà être programmé ou pré-programmé pour continuer cette bonne habitude-là. Maintenant, c'est notre volonté qui fait en sorte qu'on continue ou pas. Le goût, dès les premières bouchées, ça constitue un puissant stimulus qui active les centres nerveux du cortex cérébral, dont l'hypothalamus et le tronc cérébral. L'influx va donc au tronc cérébral, au système nerveux parasympathique, au niveau des nerfs faciaux, au niveau des nerfs glossopharyngiens et du nerf vague. Donc, ces trois nerfs-là, s'ils sont en surcharge, si ces nerfs-là sont problématiques, attendez-vous à ce qu'il y ait peut-être un signal qui ne passe pas comme il faut par rapport à tout notre système digestif. Donc, les nerfs que je viens de nommer, ils stimulent les glandes salivaires. Les nerfs faciaux et les nerfs glossopharyngiens stimulent les glandes salivaires. Les nerfs vagues, on dit les nerfs, parce que les nerfs sont au niveau du cou à deux endroits. Nerfs vagues, deux endroits pour ensuite en faire un. Le nerf vague, il stimule les glandes gastriques pour qu'elles sécrètent le suc gastrique. La fonction dans la phase présentement que nous sommes en train de développer, qui est la phase céphalique, tout ce qui est au niveau crânien, les fonctions de cette phase de la digestion est de préparer la bouche et l'estomac à revenir et recevoir et à traiter les aliments qui seront ingérés. Une fois la première phase au niveau céphalique, crâne, odeur, tout ce qui est j'ai le goût, la simple pensée, une fois tout ça mis en action, la deuxième phase, c'est la phase gastrique, qui est la phase de la digestion qui commence dans l'estomac. Des mécanismes nerveux et hormonaux favorisent la sécrétion et la motilité gastrique. Motilité gastrique, donc, si j'ingère quelque chose, ça va dans mon estomac, il faut qu'il y ait quelque chose qui le reçoit et aussi qui l'évacue. Donc, on parle de motilité gastrique. À ce moment-là, il y a une régulation qui se fait au niveau de tous les centres nerveux, autant au niveau de la tête qui a donné l'information qui est reçue au niveau de l'estomac. Voilà, nous sommes dans la partie la plus intéressante. Arrive la nourriture. Il y a un stimulus qui déclenche la phase gastrique. La paroi de l'estomac, parce qu'elle vient en expansion, fait augmenter le pH à cause des protéines qui arrivent dans l'estomac, c'est-à-dire les aliments qu'on vient de mettre dans l'estomac, fait changer le pH de l'estomac. L'alimentation, elle vient tamponner l'acidité gastrique, donc ça crée un déséquilibre, le pH change. Le pH était élevé, il vient de diminuer, il y a un problème, le corps doit réagir, il y a une distension de la paroi parce qu'on continue à ingérer des aliments. Le pH étant plus élevé, il vient de se faire diminuer, il y a des mécanorécepteurs et des chimiorécepteurs dans la paroi gastrique qui reçoivent une information. Une boucle de rétro-inhibition commence à s'installer. Donc, le pH diminue, le corps reçoit des informations, le pH augmente,
le pH diminue parce qu'on recommence encore à mettre des aliments. Donc, à chaque fois que le pH est en train de changer, il y a une action au niveau du système gastro-intestinal. Les influx nerveux sensitifs se propagent localement jusqu'au plexus sous-muqueux et au plexus mi-entérique, le centre de régulation du système nerveux entérique. Ça, cette information-là, c'est du détail, c'est plus ou moins important. Par contre, on a besoin de savoir qu'il y a un plexus qui s'appelle système nerveux entérique, qui fait partie du système nerveux de régulation, qui comprend des neurones sensitifs, des interneurones, des neurones moteurs, des influx sensitifs qui arrivent à partir de ce plexus-là au tronc cérébral, puis qui activent des parois, qui activent des neurones parasympathiques au niveau du système nerveux autonome. Système nerveux dans notre tête, système nerveux autonome, celui qui gère toutes nos viscères. Donc, ce qu'on veut dire, le système nerveux autonome, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir une pensée pour pouvoir agir une chance. Parce que s'il faut qu'on pense, à chaque fois, s'il faut que notre système nerveux central pense à faire pomper le cœur, à amener l'estomac à digérer, à amener le foie à faire, on va être dans le caca. Hein, c'est le cas de le dire. On a un système nerveux spécial pour ça. D'où l'information qu'on dit un deuxième cerveau. Ben, il y a un deuxième système qui est là. Notre système qui est volontaire et notre système qui est autonome, qui est non volontaire, qu'il y a une chance qu'on s'en occupe pas parce que ce serait difficile de commencer à faire sa job. C'est là que dans la physique quantique, puis tout ce qui parle de spiritualité, à un moment donné, il vient qu'on n'est plus capable de comprendre comment est-ce que le corps peut réussir à faire autant de choses sans croire qu'il y a quelque chose de supérieur à nous qui nous aide à avoir ces fonctionnements-là de façon adéquate. Donc, pour continuer avec nos fameux plexus du système nerveux entérique, les influx moteurs provenant du plexus sous-muqueux entérique stimulent une sécrétion au niveau du suc gastrique par les cellules des glandes gastriques. Eux, on les appelle les effecteurs. L'influx nerveux moteur du plexus mi-entérique déclenche le péristaltisme, le fameux Pac-Man, le principe de déplacement, un peu comme un serpent. Notre système digestif, à partir de l'estomac, il y a des systèmes de péristaltisme qui fait une contraction, décontraction, contraction, décontraction. On commence à parler des crampes au niveau abdominal. Est-ce que c'est mon estomac? Est-ce que c'est mon foie? C'est pas mal proche, on est pas mal dans la même région. Comment peut-on savoir? Ben, si on vient de manger puis on a une crampe, si on vient de manger pas longtemps après on a une crampe, ça ressemble pas mal à l'estomac. D'où le fait de manger rapidement. Ceux qui ont eu une opération au niveau de l'estomac, vous mangez, il n'y a plus d'espace dans l'estomac. C'est pas long qu'il soit plein. Hein. Lui, là, il va réagir. S'il y a trop d'aliments, s'il n'y a plus d'espace, il va cramper. Vous allez avoir des douleurs au ventre. Vous allez avoir même peut-être un reflux. Donc, toujours en lien avec ces systèmes nerveux-là qui aident à donner de l'information pour que les glandes gastriques puissent envoyer puis déclencher le système des sucs gastriques, puis déclenche aussi le péristaltisme dans les couches des myocytes lisses, okay? Parce que le muscle de l'estomac, c'est un muscle lisse. Un muscle au niveau des bras, c'est un muscle squelettique. Les muscles lisses, c'est tout ce qui est à l'intérieur de notre corps. Le plexus continue à envoyer des stimulus par des interneurones. La sécrétion des sucs gastriques par les glandes gastriques continue. Donc, on est dans un bon processus. Il y a toujours des systèmes nerveux qui réagissent. Donc, s'il y a une défaillance à ce niveau-là, s'il y a eu une opération, il y a des choses qui peuvent se passer, qu'on peut comprendre pourquoi, ok, je suis hyper nerveux, je suis une personne hyper anxieuse, j'ai peur de tout, mon estomac va se nouer, mon système nerveux tout en lien va être défectueux, donc il va probablement avoir des réactions liées à nos émotions, à notre capacité de réagir au stress. Donc, la stimulation des différents systèmes augmente la sécrétion, augmente la motilité, d'où le péristaltisme de l'estomac. Les ondes péristaltiques, c'est un peu comme les femmes quand ils accouchent. C'est à toutes les 15 à 25 secondes, il va avoir un mouvement qui va avoir un mouvement de plus en plus puissant. Imaginez les crampes.
Hein? Ça veut dire que si on n'a pas arrêté avant de commencer à avoir des crampes, puis qu'on continue à y foutre le bordel en ajoutant des aliments qu'il ne veut pas, puis qu'il n'est plus capable de prendre, ben les crampes vont être tellement fortes. C'est exactement le même principe que lorsqu'une femme a un accouchement. Puis c'est réglé à toutes les 15 à 25 secondes, cette fameuse onde de péristaltisme-là qui se crée, qui commence à se propulser dans notre organisme pour faire son processus de digestion. Et donc, cette onde de péristaltisme-là mélange la nourriture au sucre gastrique. On parlait de sucre gastrique tantôt, hein, c'était important de bien manger parce que c'est là que de bien mâcher, de bien amener la salive sur les aliments, c'est là que le travail va se faire. Une fois que cette puissante onde de péristaltisme-là vient de s'activer, elle propulse une petite quantité de chyme, qui est un liquide, environ 3 ml dans le duodénum. Donc, on passe de l'estomac au duodénum, mais entre les deux, il y a un sphincter. Donc, ce sphincter-là, lui, il est là pour gérer un peu faut pas que ça vienne trop rapidement, parce que l'estomac, lui, c'est rapide ce qu'il peut faire, il vient mettre l'acidité, mais la suite, tout ce qui est de l'intestin à partir du duodénum, c'est très lent, ça va lentement. On parle des heures, hein. Quand on fait la digestion, c'est entre 7 et 14 heures, si je ne me trompe pas. Ça sera d'autres informations que je pourrais aller valider. Si vous avez des questions, je pourrais vous l'écrire ici, sous la capsule vidéo, si vous voulez absolument savoir le nombre d'heures que ça prend, le nombre de temps que ça dure dans l'estomac, dans l'intestin, avant que ce soit tout sorti. Mais c'est vraiment un cycle d'une journée complète, mais qui se sépare en fonction des régions là, de l'estomac jusqu'au rectum. Donc, on parle alors de l'évacuation gastrique quand on vient d'avoir les propulsions qui sont passées par le chyme, qui sont passées par le duodénum. Là. Entre l'estomac et le duodénum, il y a un sphincter. Donc, grâce à ces impulsions-là, il y a une propulsion de chyme qui se fait d'environ de l'ordre de 3 millilitres là, à toutes les 15 à 25 secondes, si on se fie à l'information qui dit qu'on a une onde de choc qui, à toutes les 15 à 25 secondes, va nous aider à expulser les aliments qui ont été transformés de la bonne façon à partir du sphincter au niveau du pilar. Donc, il y a une régulation au niveau hormonal pendant la phase gastrique puis de la digestion. Les sécrétions de l'estomac sont régies par une hormone qui s'appelle la gastrine. Elle en cause du problème. La gastrine est libérée par les cellules G qu'on appelle. C'est des cellules pour les glandes, sont libérées par les cellules G des glandes gastriques. Donc, les glandes gastriques libèrent les cellules G qui sont régies par l'hormone de la gastrine. Donc, ça répond aux divers stimulus. Donc, quand il y a un stimulus comme les suivants, distension des parois par la chyme, présence de protéines partiellement digérées dans la chyme, pH élevé du chyme, présence de caféine. Oh, le café. Présence de café dans le chyme va avoir un impact sur l'hormone la gastrine qui est libérée par la cellule G des glandes gastriques, qui répond justement à un stimulus dont la caféine et aussi la présence de protéines partiellement digérées dans le chyme et lorsqu'il y a une libération d'acétylcholine par les neurones parasympathiques. Cette partie-là, c'est que dès qu'il y a une information comme ça, on parle de caféine, pH élevé, protéines partiellement digérées, libération d'acétylcholine par le parasympathique. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on a un système de régulation hormonale qui fait partie de la phase de digestion au niveau gastrique. Les sécrétions de l'estomac sont régies par la gastrine. Donc, la gastrine va répondre à chaque fois à tout l'environnement qui parle de caféine et toutes les autres que j'ai nommées tout à l'heure. J'en parle de la caféine
parce que moi-même, je me doutais pas. Je sais que la caféine, elle a un effet assez intéressant au niveau de l'entraînement. Ça pourrait être une autre capsule. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir de vous répondre et à la limite de refaire une petite capsule pour ce qui est de la caféine et ses effets sur l'organisme par rapport à l'entraînement. Donc, la gastrine, une fois libérée, elle va dans le sang pour atteindre ses organes cibles, ses effecteurs qu'on appelle. Dans le système digestif, la gastrine, elle stimule les glandes gastriques pour qu'elles sécrètent du sucre gastrique en abondance. Okay? Donc, la gastrine, elle va dans le sang pour atteindre les organes cibles dans le système digestif. Puis la gastrine, elle stimule les glandes gastriques pour les glandes gastriques pour qu'elles puissent sécréter du sucre gastrique en abondance. La gastrine intensifie la constriction du sphincter. Ça veut dire, le sphincter, il ne faut pas qu'il soit ouvert. Si j'ai de la gastrine, il va accentuer, la gastrine permet d'avoir une constriction, donc un rétrécissement des tissus sphincters. Hein? On parle d'une constriction, ça se fait aussi au niveau veineux, mais ici on parle vraiment du sphincter de l'œsophage inférieur, donc la partie juste, on a l'estomac, puis juste au-dessus de l'estomac, qui est la partie inférieure de l'œsophage, elle va être fermée grâce à la libération de la gastrine pour prévenir le reflux gastrique, entre autres choses. Encore par rapport à la gastrine, elle accroît la motilité de l'estomac, elle relâche les sphincters pyloriques. Donc, elle fait une constriction des sphincters au niveau de l'œsophage. Par contre, elle relâche les sphincters plus loin, pyloriques, qui va aller au niveau du duodénum. L'endroit où est-ce que je disais qu'il y avait un 3 ml environ qui évacuait grâce à l'expulsion par péristaltisme qui a été créée dans le mécanisme de digestion. Donc, ça permet d'accélérer l'évacuation gastrique grâce à la gastrine. La sécrétion de la gastrine est inhibée quand le pH du sucre gastrique est inférieur à 2,0. Elle est stimulée quand le pH augmente. Donc, le pH, vous voyez un peu, hein, vous êtes en acidité, il y a des choses qui se passent. Bon, pourquoi vous êtes en acidité? Comment vous pouvez faire pour pouvoir diminuer cette acidité-là? C'est là que les conseils en naturopathie, nutritionnistes, spécialistes au niveau de la santé alimentaire, sont peut-être des conseils judicieux à valider de façon personnelle. Donc, ces mécanismes de rétro-inhibition, on vient de parler de pH augmente, bon, ben, le sucre gastrique, si la sécrétion de la gastrine est inhibée quand le pH du sucre gastrique est inférieur à 2, il est stimulé quand le pH augmente. Le mécanisme de rétro-inhibition il aide à maintenir un pH optimal. Pourquoi? Pour d'autres phénomènes encore, qui sont pour l'activité de la pepsine, qui fait partie de la destruction des micro-organismes et de la dénaturation des protéines dans l'estomac. Dénaturation des protéines, qui pourrait être une prochaine vidéo super intéressante. La protéine, on a un cycle énergétique qui s'appelle le cycle de Krebs. C'est super intéressant à comprendre, mais super difficile à expliquer. C'est quand même de la chimie, c'est de la physiologie par rapport à la physiologie de l'effort. C'est en lien avec le fameux VO2 max. Le VO2 max, pendant longtemps, on en a parlé, mais à quoi ça sert? Pourquoi on utilise ça? Il y a toute une explication physiologique que le corps, comment il fonctionne pour pouvoir utiliser tous les aliments, les transformer, faire en sorte que, dans le fond, le cycle de Krebs, c'est exactement l'idée de prendre un poêle à bois. Vous mettez une bûche. Votre bûche, c'est de l'ATP. Vous allez en entendre parler si je fais la vidéo. Là, votre bûche, c'est l'ATP. Vous prenez une bûche, c'est votre aliment. Vous venez de mettre un aliment dans votre bouche. Vous venez de mettre une bûche dans le poêle. Qu'est-ce qui se passe? La chaleur augmente. Votre corps vient d'ingérer une bûche. Qu'est-ce qui se passe? Il doit travailler. Il doit désintégrer cette bûche-là pour aller
prendre qu'est-ce qu'il y a de besoin, puis aller distribuer vitamines, nutriments, protéines, acides aminés, blablabla, je vous épargne tous les termes, pour les transformer puis faire en sorte de fabriquer du tissu, vous donner de l'énergie, amener du sucre à vos muscles, amener les liquides, les minéraux essentiels à la structure de vos os. Puis le cycle de Krebs, c'est tout un processus de transformation qui revient un peu à la dernière phrase du texte que je viens de vous parler par rapport à l'estomac. L'activité de la pepsine, elle fait une destruction des micro-organismes et elle dénature les protéines dans l'estomac pour aller chercher chaque molécule, les désintégrer puis faire la molécule que le corps a besoin pour pouvoir fabriquer vos muscles, votre peau, vos dents, vos cheveux. Et tout ça se fait sans le moindre effort. Puis ce qui reste va être utilisé comme combustible pour vous donner de l'énergie. Donc, grâce à l'oxygénation et à l'alimentation, vous êtes en train de faire des processus, des procédés chimiques. Vous avez un laboratoire chimique dans votre corps qui est en train de faire et de concevoir tout ce que votre organisme a besoin pour vivre. Donc, j'espère que c'était pas trop compliqué et que vous avez appris quelque chose avec cette vidéo. Je sais que c'est pas des vidéos très professionnelles au point de vue visuel. J'ai pas les compétences techniques avec le matériel, mais ma passion me permet de vous faire des vidéos comme celle-ci aujourd'hui et j'espère que avec le temps, je vais simplifier davantage et rendre encore plus accessibles les informations pour que tout le monde puisse bénéficier d'une santé optimale. Et nous sommes dans la période des fêtes. Ceux qui écoutent aujourd'hui, plus tard, on va peut-être être une autre période de l'année. Mais là, on est dans une période de réjouissance. On parle d'estomac, on parle d'aliments. Et je vous souhaite que chaque aliment puisse vous apporter santé, bonheur, plaisir. Et tant que la santé est là, votre estomac va vous rendre ce dont vous avez besoin. Et je vous souhaite une très belle journée.